Comment un pays peut-il en arriver à faire du travail de sexe une stratégie de subsistance pour certaines femmes, et à laisser des réseaux discrets structurer ce que l'État n'arrive plus à contrôler? Ce pays n'a pas basculé sous un quelconque conflit majeur, mais plutôt sous le poids d'un effondrement lent, marqué par des salaires figés, des pénuries répétées, des coupures d'électricité devenues ordinaires, et une économie incapable d'absorber la hausse du coût de la vie. À mesure que le tourisme s'est effondré, que l'énergie a manqué et que les devises se sont raréfiées, un système parallèle s'est imposé. Structuré par l'économie informelle, le travail du sexe est devenu une stratégie de subsistance, et des gangs locaux, sans gouverner le pays, maintiennent des équilibres tacites dans certaines zones. Dans ce documentaire, nous allons analyser comment Cuba en est arrivé à fonctionner ainsi et quelles crises ont conduit le pays à déplacer sa survie vers ses marges. Avant d'entrer dans cette réalité rarement montrée, soutenez la chaîne Nomade en aimant la vidéo et en vous abonnant, car comprendre ce qui se joue ici demande du temps et un regard lucide. La réalité est celle de la coupure abusive d'électricité, parfois en plein repas, pendant qu'un médecin examine un patient, ou au milieu de la nuit. Les quartiers plongent dans l'obscurité, les ventilateurs s'arrêtent dans la chaleur tropicale, et les aliments commencent à pourrir dans des réfrigérateurs devenus inutiles. Personne ne proteste vraiment. On attend, on s'adapte, on apprend à vivre selon un rythme dicté par l'incertitude. Les pénuries ne surprennent plus personne. Le café disparaît des rayons pendant des semaines, puis revient sans explication. L'huile de cuisine devient introuvable, remplacée par des files d'attente qui serpentent dès l'aube devant les magasins d'État. Les femmes et les hommes patientent des heures, parfois pour repartir les mains vides. Le temps passé à attendre n'est plus du temps perdu, c'est devenu une activité essentielle, souvent plus productive que le travail officiel lui-même. Dans les rues, un système parallèle s'organise discrètement. Des porches de maisons se transforment en points de vente improvisés. Un homme vend des œufs à l'unité depuis son salon, une femme propose du pain fait maison sur une petite table devant chez elle. Les prix fluctuent selon l'approvisionnement, les devises disponibles, les relations personnelles. Rien n'est marqué, tout se négocie à voix basse. Cette économie de rue ne défie pas le système, elle le contourne simplement, comblant ses vides pour permettre aux familles de tenir quelques jours de plus. Un médecin gagne l'équivalent de 30 à 40 $ par mois, un enseignant encore moins. Avec cet argent, impossible d'acheter plus que quelques jours de nourriture de base. Le reste doit venir d'ailleurs, envoi de la famille à l'étranger, petits commerces parallèles, services rendus contre des dollars ou des euros. Travailler légalement ne suffit plus à survivre dignement. Cette réalité produit une fatigue qui ne se voit pas toujours. Une lassitude profonde, inscrite dans les gestes mécaniques, dans les regards absents des files d'attente, dans cette capacité résignée à accepter l'inacceptable. Les Cubains n'ont pas choisi cette vie, mais ils l'ont apprivoisée, développant une ingéniosité remarquable pour transformer le minimum en quotidien viable. L'exception est devenue la règle, et vivre normalement ressemble désormais à un luxe hors d'atteinte. Quand l'économie officielle ne permet plus de vivre, les gens inventent autre chose. Pas par idéologie, pas par rébellion, simplement parce qu'il faut bien manger. À La Havane, à Santiago, à Camagüey, les mêmes scènes se répètent. Des appartements transformés en restaurants clandestins, des mécaniciens qui réparent des voitures américaines des années 50 avec des pièces fabriquées artisanalement, des informaticiens qui vendent des clés USB remplies de séries télévisées et de films téléchargés illégalement. Cette économie parallèle représente désormais une part considérable de l'activité réelle du pays. Certaines estimations parlent de 60 à 70% des transactions quotidiennes. Elle fonctionne avec ses propres règles, ses propres prix, son propre système de confiance. Les biens circulent par des réseaux complexes. Un colis arrive de Miami, son contenu est redistribué entre plusieurs familles, qui revendent à leur tour, qui échangent contre d'autres biens. L'argent liquide domine, les euros et les dollars surtout, car le peso cubain a perdu toute crédibilité. Le gouvernement oscille entre répression et tolérance. Parfois, des descentes de police ferment des commerces illégaux, confisquent des marchandises, infligent des amendes. Mais ces opérations restent sporadiques, ciblées, presque symboliques. Les autorités savent pertinemment que bloquer complètement l'économie informelle provoquerait un effondrement immédiat. Cette économie comble les trous béants laissés par le système officiel où sans elle, les rayons vides resteraient vides, les pénuries deviendraient famines et la colère sociale deviendrait incontrôlable. Les Cubains ont développé un vocabulaire spécifique pour décrire cette réalité. Resolver,
résoudre, se débrouiller est devenu le verbe le plus utilisé. Luchar, lutter, se battre décrit le quotidien. Ces mots ne traduisent pas seulement des difficultés économiques, ils reflètent un état d'esprit, une philosophie de survie. Tout le monde résout quelque chose. Un plombier officiel qui fait des réparations privées le soir, une enseignante qui donne des cours particuliers payés en devises, un chauffeur de taxi d'État qui fait des courses non déclarées entre deux trajets officiels. Cette normalisation de l'informel transforme profondément les repères sociaux. Les règles deviennent floues, la légalité devient relative, et chacun développe sa propre interprétation de ce qui est acceptable. Dans les zones touristiques de la Havane, le long du Malecón quand la nuit tombe, près des hôtels qui accueillent encore quelques visiteurs, une économie particulière prend forme. Elle ne s'affiche pas avec des enseignes lumineuses, mais tout le monde la reconnaît. Des femmes, parfois très jeunes, parfois plus âgées ou attendent, discutent, négocient. Certaines sont étudiantes en médecine ou en ingénierie, d'autres sont mères de famille, d'autres encore travaillent officiellement dans des magasins d'État. Le soir, elles complètent leurs revenus autrement. Mais la réalité cubaine brouille les catégories habituelles. Il ne s'agit pas toujours de transactions explicites et immédiates. Souvent, ce sont des relations plus ambiguës avec des touristes. Quelques jours passés ensemble, des sorties, des cadeaux, de l'argent qui change de main discrètement. Une zone grise entre relations amoureuses et arrangements économiques, où les deux parties savent exactement ce qui se joue sans jamais le formuler crûment. Pour beaucoup de femmes cubaines, cette activité ne remplace pas un emploi, elle s'y ajoute par nécessité. Une infirmière gagne $50 par mois. Une seule soirée avec un touriste européen peut lui rapporter l'équivalent d'un mois de salaire, parfois plus. Comment résister à cette logique quand il faut nourrir des enfants, payer les médicaments d'un parent malade, acheter des vêtements, simplement vivre un peu mieux que la survie minimale? Le corps devient une ressource économique parmi d'autres, au même titre que les chambres d'hôtes illégales ou les cigares revendus au marché noir. Cette réalité s'inscrit dans un réseau plus large d'échanges transactionnels. Des hommes locaux servent d'intermédiaires, mettant en contact touristes et femmes, prenant leur commission au passage. Des taxis connaissent les bons endroits, les bons moments. Tout un écosystème informel s'organise autour de cette économie de la nuit, structurée par des codes tacites que chacun respecte. Le gouvernement cubain maintient une posture officielle de condamnation. Le travail du sexe est illégal, la prostitution est censément combattue au nom des valeurs révolutionnaires. Dans les faits, la répression reste sélective et sporadique. Des descentes de police ont lieu occasionnellement, surtout pour montrer que les autorités contrôlent la situation. Mais tant que cela reste discret, tant que les touristes continuent d'apporter des devises, tant que l'ordre public n'est pas menacé, une tolérance de fait s'installe. L'électricité manque parce que Cuba importe près de 70% de son pétrole, principalement du Venezuela, un pays lui-même en crise profonde. Les livraisons sont irrégulières, les centrales thermiques vieillissantes tombent régulièrement en panne, et le réseau de distribution date de plusieurs décennies. Tout cela entraîne des coupures planifiées qui durent plus longtemps que prévu, et des pannes imprévues qui paralysent des régions entières pendant des jours. Sans électricité, l'économie tourne au ralenti. Les petites entreprises privées autorisées depuis les timides réformes ne peuvent pas fonctionner correctement. Les restaurants ferment faute de pouvoir conserver les aliments. Les ateliers de réparation arrêtent leur activité. Même l'agriculture souffre, impossible d'irriguer correctement, de réfrigérer les récoltes, de transformer les produits. L'énergie n'est pas qu'un problème de confort, c'est la colonne vertébrale d'une économie déjà fragilisée qui se brise un peu plus chaque jour. Le tourisme, longtemps présenté comme le sauveur économique de l'île, s'est effondré. Avant la pandémie, Cuba accueillait plus de 4 millions de visiteurs par an. Ce chiffre a chuté drastiquement et ne s'est jamais vraiment redressé. Les raisons sont multiples: crise sanitaire mondiale, dégradation des infrastructures, concurrence d'autres destinations caribéennes et surtout, perception d'un pays en déclin. Les hôtels de la Havane tournent à 30% de leur capacité, les guides touristiques se reconvertissent, et les plages autrefois prisées semblent abandonnées. Cette chute du tourisme a des conséquences en cascade. Moins de visiteurs signifie moins de devises étrangères, ces dollars et euros indispensables pour importer nourriture, médicaments, pièces détachées. Les magasins spécialisés qui vendent en devises, seuls endroits où trouver des produits de qualité, se vident progressivement.
Moins de devises, donc moins d'importations, donc plus de pénuries, donc moins d'attractivité pour les touristes. Face à ce marasme, les jeunes partent massivement. En 2022 et 2023, plus de 400 000 Cubains ont quitté l'île, principalement vers les États-Unis, mais aussi vers l'Espagne, le Mexique, la Russie. Ce ne sont pas seulement des opposants politiques ou des exilés économiques, ce sont des médecins, des ingénieurs, des enseignants, des artistes. Ceux qui partent sont souvent les mieux formés, ceux qui auraient pu contribuer à reconstruire le pays. Leur départ vide Cuba de ses forces vives, laissant derrière eux une société vieillissante, fatiguée, privée de l'énergie nécessaire au changement. Ceux qui restent observent ce vide se creuser. Les familles se fragmentent, les compétences disparaissent et les espoirs s'amenuisent. Officiellement, le gouvernement cubain ne reconnaît pas l'ampleur de la crise. Les discours parlent de difficultés temporaires, de blocus impérialiste, de période spéciale qui s'éternise. Mais dans les faits, tout le monde comprend que le système fonctionne à vide, maintenu par inertie plutôt que par une réelle capacité de gestion. Les hôpitaux manquent de médicaments essentiels. Les médecins, pourtant formés selon des standards reconnus internationalement, doivent improviser avec les moyens du bord, réutiliser du matériel censé être jetable, rationner les antibiotiques. Les services essentiels tiennent encore debout, mais sans marge d'erreur. Chaque panne révèle l'extrême fragilité d'infrastructures qui survivent par miracle, rafistolées avec du fil de fer et de la débrouillardise. L'État ne s'est pas effondré d'un coup. Il s'est simplement retiré de pans entiers de la vie quotidienne, laissant des zones grises se développer sans intervention. Les autorités savent ce qui se passe dans les rues, connaissent l'ampleur du marché noir, voient les transactions en devises étrangères. Mais tant que l'ordre public n'est pas menacé, tant que les frustrations ne se transforment pas en mouvements organisés, cette économie parallèle est tacitement tolérée. Vu de l'extérieur, Cuba apparaît comme un pays figé dans le temps, incapable de se réformer, prisonnier de ses propres contradictions. Les analystes parlent d'un État à bout de souffle, d'un modèle obsolète qui refuse de mourir. Mais sur le terrain, la réalité est plus nuancée. Le pays ne s'effondre pas spectaculairement, il se contracte lentement, se replie sur lui-même, fonctionne à minima en maintenant l'essentiel, l'ordre, le contrôle, la stabilité apparente. Ce décalage constant entre le discours officiel et la réalité vécue crée un sentiment d'absurdité. Les journaux télévisés célèbrent des victoires économiques pendant que les gens font la queue pour acheter du poulet rationné. Les slogans révolutionnaires couvrent les murs pendant que les jeunes rêvent de partir à Miami. La crise n'est plus un moment transitoire qu'on traverse en espérant des jours meilleurs, elle s'est installée comme un état permanent, intégré au fonctionnement même du pays, au point que vivre dans l'urgence finit par paraître normal. Contrairement à d'autres pays d'Amérique latine, Cuba n'affiche pas sa criminalité organisée. Pas de fusillades spectaculaires dans les rues, pas de cartels qui contrôlent ouvertement des territoires, pas de narco-architecture ostentatoire. La violence reste contenue, presque invisible. Mais cela ne signifie pas qu'elle n'existe pas ou elle opère simplement autrement, dans les zones grises laissées vacantes par un État qui n'a plus les moyens de tout contrôler. Dans certains quartiers populaires de la Havane, à Alamar ou à San Miguel del Padrón, des groupes locaux structurent discrètement l'économie informelle. Ils ne se présentent pas comme des gangs au sens traditionnel, mais leur fonction est similaire, réguler les échanges, contrôler l'accès à certains commerces parallèles, assurer une forme de protection implicite contre les descentes de police trop zélées. Leur pouvoir repose sur les relations, la connaissance du terrain, et une capacité à anticiper les tensions avant qu'elles ne dégénèrent. Ces réseaux gèrent notamment la redistribution de marchandises arrivées illégalement, électroniques, vêtements, pièces détachées automobiles. Un conteneur débarque discrètement dans un port secondaire, son contenu est réparti selon des circuits bien établis, chaque intermédiaire prenant sa marge. Les autorités douanières sont souvent impliquées, touchant leur part pour fermer les yeux. C'est un système de corruption diffuse, rarement spectaculaire, mais profondément ancré dans le fonctionnement quotidien. La violence existe, mais elle reste calibrée. Des règlements de compte ont lieu, des intimidations aussi, parfois des passages à tabac pour rappeler à l'ordre ceux qui ne respectent pas les arrangements tacites. Pourquoi ? Parce qu'une explosion de criminalité visible menacerait tout l'équilibre. L'État cubain, malgré ses faiblesses, conserve une capacité de répression importante. Une vraie guerre des gangs provoquerait une réponse musclée qui détruirait les arrangements discrets dont tout le monde profite. Cette situation crée un équilibre paradoxal.
Les groupes criminels ont intérêt à ce que l'État survive, car c'est sa faiblesse contrôlée ou pas son effondrement complet, qui leur permet d'opérer tranquillement. L'État, de son côté, tolère ces réseaux tant qu'ils maintiennent un semblant d'ordre et ne défient pas ouvertement son autorité. Chacun respecte les limites de l'autre, dans un jeu d'ombre où personne n'a vraiment intérêt à renverser la table. Quand la crise devient permanente, elle cesse d'être une parenthèse pour devenir le cadre même de l'existence. À Cuba, toute une génération a grandi en n'ayant connu que les pénuries, les coupures d'électricité, l'économie parallèle comme mode de vie normal. Cette normalisation de la crise transforme profondément les comportements et les valeurs. Le travail légal ne garantit plus rien, ni stabilité, ni respect social, ni avenir. Un médecin diplômé voit son voisin taxista privé gagner en une semaine ce qu'il gagne en 6 mois. Un ingénieur observe sa cousine, serveuse dans un restaurant touristique, recevoir en pourboire l'équivalent de son salaire annuel. La méritocratie s'effondre, remplacée par une logique où seul compte l'accès aux devises étrangères. La société se fragmente selon de nouvelles lignes de fracture. D'un côté, ceux qui reçoivent des envois de famille à l'étranger, qui travaillent dans le tourisme, qui ont accès au dollar. De l'autre, ceux qui dépendent uniquement de salaires officiels en pesos, condamnés à une pauvreté qui ne dit pas son nom. Cette division recoupe partiellement les anciennes inégalités raciales. Les Cubains noirs et métis ont statistiquement moins de familles à Miami, moins de connexions avec les réseaux touristiques, moins d'accès aux opportunités lucratives de l'économie parallèle. Le pays vieillit à vue d'œil. Le taux de natalité cubain est l'un des plus bas d'Amérique latine, à peine 1,6 enfants par femme. Combiné à l'émigration massive des jeunes, cela crée un déséquilibre démographique inquiétant. Dans certains villages de l'intérieur, les écoles ferment faute d'enfants, les champs restent en friche faute de bras pour les cultiver. La population cubaine devrait diminuer de près d'1 million de personnes d'ici 2040, passant sous les 10 millions d'habitants. Cette hémorragie humaine a des conséquences économiques dévastatrices. Les secteurs qualifiés se vident. On estime que 40% des médecins formés à Cuba depuis 2015 ont quitté le pays. Les enseignants, les techniciens, les ingénieurs suivent le même chemin. L'investissement de l'État dans la formation supérieure, longtemps fierté du système cubain, profite finalement à d'autres pays. Cuba forme des talents qu'elle ne peut plus retenir, créant un cercle vicieux où la fuite des cerveaux affaiblit encore l'économie, incitant d'autres à partir. Cuba ne se résume ni à sa crise, ni à ses marges. Derrière les chiffres, les pénuries et les systèmes parallèles, il reste une société qui continue de tenir, jour après jour, sans certitude de changement immédiat. Une société qui s'adapte, qui contourne, qui survit, parfois au prix de compromis devenus ordinaires. Rien ne dit combien de temps cet équilibre pourra tenir. Rien n'indique s'il mènera à une transformation ou à une lente érosion. Cuba avance ainsi, entre adaptation et épuisement, dans un présent prolongé où la crise n'est plus un événement, mais une condition durable. Ce pays ne disparaît pas. Il continue. Autrement.